Bienvenue chers téléspectateurs sur Women First TV et la télévision des femmes. Alors aujourd'hui, nous parlons politique avec notre invité Doudou Sidibé dans notre émission L'invité de la rédaction. Il est enseignant, chercheur à SIE Paris, Université Gustave Eiffel. Il est responsable du département de management et directeur scientifique du Master Management de la technologie et des systèmes d'information, titulaire d'un doctorat en sciences politiques et en sciences de gestion à l'université Jean Moulin, mention très honorable avec les félicitations du jury. Il enseigne la négociation et la médiation diplomatique, la géopolitique, la résolution des conflits, la communication politique, entre autres. Il est également candidat à l'élection présidentielle de 2024. Monsieur Sidibé, nous vous souhaitons la bienvenue sur la télévision des femmes. Bonjour, Madame Nian. Je vous remercie pour votre invitation et c'est pour moi un honneur et un plaisir de venir ici dans cette télévision créée par des femmes et pour des femmes qui parlent des sujets qui concernent au premier chef les femmes. Donc, comme je viens de le dire, vous êtes bien candidat à l'élection présidentielle de 2024, ce qui nous plonge effectivement dans une question purement politique. D'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à postuler pour l'élection de 2024? Parce que j'aime profondément mon pays et je voudrais rendre à mon pays, le Sénégal, ce qu'il m'a donné. C'est grâce à ce pays que je suis devenu ce que je suis, parce que ce pays m'a permis d'avoir une bonne éducation, d'avoir des valeurs qui sont appréciées partout dans le monde et également d'avoir des repères qui m'ont permis chaque fois qu'il y avait une possibilité de dévier de mon chemin, que je puisse rester sur le droit chemin, me battre et arriver à un certain niveau. C'est pour cette raison que je me dis il faut que je revienne dans ce pays, contribuer au développement et également peut-être inspirer, susciter des vocations pour les jeunes. Voilà. Et c'est extrêmement important. Et l'expérience que j'ai acquise à l'étranger, international, pourrait être très utile pour le Sénégal parce que nous qui sommes de la diaspora, nous avons un regard extérieur sur le Sénégal. Parce que ceux qui vivent ici ont l'impression que tout est normal, tout va bien, parce qu'on s'habitue même aux problèmes et on ne cherche plus à les régler. Et moi, je pense que ce regard extérieur, cette expérience, cette façon de faire, c'est une nouvelle façon de faire, apporte de la fraîcheur dans la politique sénégalaise. D'accord, donc on va revenir sur tout cela. Bon, pour l'instant, est-ce que vous pouvez mieux nous parler de vous-même pour qu'on puisse vous connaître davantage? Oui, c'est vrai, parce que certains qui vont m'écouter et peut-être qui ne me connaissaient pas vont se poser des questions. C'est quoi sa légitimité? Pourquoi il se lève un matin et il va être président de la République du Sénégal? En réalité, j'ai toujours fait de la politique. Je peux même remonter encore plus loin parce que j'ai fait le mouvement élèves et étudiants. Et souvent, quand on a de telles ambitions, ça commence très tôt. Voilà, de vouloir servir ses camarades, hein, être responsable de classe, délégué de classe, et puis venir à l'université, être élu dans presque toutes les instances de l'université, conseil d'administration du COUD, Centre des œuvres universitaires de Dakar. Donc vous êtes habitué tôt à être leader, quoi? On peut le dire, j'aimais servir mes camarades. Voilà, organiser, aider, accompagner, etc. Ça, c'est en moi. Et partager, voilà, que ce soit mon temps, les connaissances, les projets, etc. Donc, c'est ce que j'ai toujours aimé. Et quand j'ai terminé mes études, je me suis orienté vers la politique parce que quand on n'est plus étudiant, il faut chercher un nouveau cadre pour nous accueillir et c'est la politique. Quitter le syndicalisme étudiant et puis on a embrassé la politique, notamment au Parti démocratique sénégalais, mais j'ai fait tout mon cursus politique en France, où j'ai gravi les échelons, étudiant libéral, jeune libéral, UJTL, et également porte-parole des cadres du PDS, CIS, et jusqu'à président des cadres.
Voilà. Et puis après, à un moment donné, quand Wade ne voulait plus être candidat à quoi que ce soit, alors que moi c'était mon leader, c'est lui que j'accompagnais. Donc j'ai arrêté la politique à un moment donné pendant 5 ans et puis après j'ai créé un parti politique avec des amis et nous nous sommes dit il faut qu'on contribue au développement de notre pays. Voilà, donc de la même manière, vous cumulez un parcours professionnel riche, de cette même manière également, vous cumulez un parcours politique. Oui, madame Niang. Tout le monde pose la même question parce que vous savez très bien que la politique, c'est beaucoup de temps. Ouais. Voilà, donc être enseignant, chercheur, responsable de département, tout ça, et faire la politique également, s'occuper de sa famille, c'est beaucoup de choses. Ouais. Mais si on est bien organisé, on peut faire comme le chat, avoir 9 vies, c'est-à-dire faire beaucoup de choses en même temps. Voilà. C'est-à-dire bien optimiser son temps. Voilà, peut-être je vais grignoter sur mes loisirs. C'est vrai, j'en ai pas beaucoup. Voilà, mais ça vaut le coup parce que, comme je l'ai dit tantôt, j'aime profondément mon pays. Oui. Si je vous pose cette question, c'est qu'il y en a beaucoup qui penseront peut-être qu'on n'est pas habitué à vous voir sur la scène politique et tout d'un coup, n'est-ce pas, vous postulez pour la présidentielle de 2024, ça suscite quelques questions. Est-il vraiment habitué aux réalités politiques de notre pays aussi? Bien sûr, parce que quand on fait la politique en France, on est directement branché sur la politique sénégalaise. Voilà, parce que pendant longtemps, comme je vous l'ai dit, presque plus d'une vingtaine d'années, j'étais au PDS, donc je m'intéressais à tout ce qui se passait au Sénégal et je venais et je viens encore régulièrement au Sénégal. Okay. Et quand je viens au Sénégal, mais je ne reste pas à Dakar surtout parce que moi j'ai grandi à l'intérieur du Sénégal, notamment à Khombole. Et j'ai fait mes études à Thiès. J'ai une famille aussi originaire du Waalo, de Dagana. Et quand je viens, je vais dans toutes ces régions-là. Et donc, ça me permet de connaître le Sénégal des profondeurs. Je vais aussi à Touba, à Tivaouane. Voilà, j'essaie de rester plus à l'intérieur du Sénégal qu'à Dakar. Tout ça, c'est bien salutaire. Mais en attendant, pouvez-vous nous présenter votre parti politique? Oui, mon parti politique a été créé en 2019. Oui. J'ai eu mon récépissé en 2019. Il s'appelle Rassemblement populaire pour le développement DEFCO. D'accord. Pourquoi DEFCO? Parce qu'on interpelle tout le monde. Oui. Si on dit Dieuf, c'est un peu vague. Oui. Mais quand on dit DEFCO, Madame Niang se sent concernée et interpellée directement. Ça fait passer à l'action. À l'action, quelqu'un d'autre. Et comme je dis tantôt, au vacarme des mots, nous préférons le courage de l'action. Voilà, l'action. Et donc, on a créé ce parti en 2009 et on a fait le lancement en 2019 ici sur la VDN, à City Business, pour montrer que nous sommes arrivés sur le terrain. Voilà, nous faisons partie maintenant du landerneau politique. Et nous avons continué à travailler, que ce soit avec les militants et sympathisants qui sont au Sénégal, mais aussi ceux qui sont dans la diaspora, pour massifier. On a massifié et puis à un moment donné, on s'est dit, l'heure est arrivée, voilà, pour que notre parti puisse présenter un candidat à l'élection présidentielle à ma personne. Voilà. Pouvez-vous revenir un peu sur votre programme? Oui, notre programme est assez vaste. Peut-être que je vais prendre juste quelques parties. Voilà, les points les plus saillants. Voilà, les points les plus saillants qui intéressent les Sénégalais parce que c'est un programme qui vient d'en bas. Ouais. Ce n'est pas un programme où nous nous sommes enfermés dans nos bureaux ou dans nos salles de réunion en se disant, bon voilà, on va essayer de faire ça pour les Sénégalais, faire cela. Bon. C'est plutôt, nous sommes allés à la rencontre des Sénégalais. Ouais. Parce qu'un homme politique doit écouter. Parce que si on n'écoute pas, on ne peut pas connaître les besoins des populations. Voilà. Et c'est en connaissant ces besoins justement qu'on pourrait apporter des solutions. Et ce qui ressort du terrain, c'est qu'il y a un besoin urgent d'emploi. Les Sénégalais sont très, très fatigués. Et certains n'ont pas d'emploi, mais certains ont un emploi qui ne leur permet pas de vivre correctement, décemment. Donc, on remarque que certains travaillent beaucoup en
notamment les femmes, voilà, qui se lèvent tôt le matin. D'ailleurs, là, ça va nous intéresser, on va y venir. J'ai écouté des femmes vendeuses à Thiès, il y a 3-4 jours, j'étais là-bas. Ces femmes se lèvent à 5 h du matin, elles terminent le travail peut-être à 21 h, 22 h, 5 h du matin, 22 h. Donc c'est beaucoup. Et pour après se retrouver avec des moyens, des revenus voilà, qui sont... Un peu maigres, disons-le. Absolument, il faut le dire. Et c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Donc je pense qu'il faut que les gens travaillent mieux et gagnent plus. Voilà, pour ménager leur santé, avoir une qualité de vie, etc. Et là, c'est là où l'État doit intervenir pour accompagner toutes ces braves femmes et aussi ces hommes qui se battent. Hein. Quand on regarde dans les rues, on voit des jeunes qui vendent des chaussures jusqu'à 2 h du matin. On ne peut pas dire que ces jeunes-là ne veulent pas travailler, qu'ils sont paresseux, loin de là. Mais c'est que le travail n'est pas rémunérateur. Donc le problème de l'employabilité est au cœur de votre programme. Absolument, absolument. Et également, d'autres choses, l'agriculture nous intéresse. Oui. Parce que nous pensons aussi qu'on peut faire les choses autrement. Oui. À savoir, par exemple, vous voyez, s'il y a 10 personnes qui travaillent sur un champ avec des outils rudimentaires, qui passent énormément de temps avec des rendements insuffisants, autant diminuer la main-d'œuvre et mécaniser l'agriculture et répartir cette main-d'œuvre-là sur le reste de la chaîne de valeur, notamment les récoltes, la conservation, parce que nous perdons beaucoup de récoltes, les mangues qui pourrissent, etc. Donc il faut des unités de conservation. Voilà, là vous soulevez un problème quand même important, n'est-ce pas? Comment faire pour sauvegarder, n'est-ce pas, nos produits agricoles? C'est important. Absolument. Et en les conservant, on peut prendre le temps de les transformer sur une année à l'autre, les transformer et créer des industries de transformation un peu partout dans les régions. Et également la commercialisation, la distribution aussi absorbe les emplois qu'on a diminués au début de la chaîne de valeur. Et également l'exportation aussi, parce qu'il faut aider les paysans à aller à l'étranger, dans les salons de l'agriculture ou d'autres salons dans d'autres pays, pour essayer d'amener des échantillons de produits. Un autre problème préliminaire également, l'accès aux terres. Je ne vous coupe pas la parole. Oui, l'accès aux terres, parce que de plus en plus, on voit des paysans de dimanche, je dirais, du dimanche, qui s'habillent, des paysans en col blanc, voilà, qui prennent les terres des paysans, mais aussi il y a les multinationales qui ont de plus en plus besoin de terres et qui spolient, qui déplacent les paysans. Et tout cela, je pense qu'on peut y apporter des solutions, mettre également l'agriculture au cœur de l'économie pour qu'on atteigne l'autosuffisance, mais aussi que l'agriculture puisse apporter des revenus aux paysans. J'ai vu également que par rapport à l'employabilité des jeunes, vous mettez aussi l'accent sur le système éducatif. Absolument, c'est lié. Déjà, je lis les deux. Parce qu'on ne peut pas créer des emplois sans avoir un personnel qualifié. Donc, je propose de mettre en place un grand ministère qui va regrouper l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, la jeunesse et l'emploi. Donc la chaîne est complète. Voilà. Ce qui permettra au ministre qui s'occupe de ce grand ministère de penser l'avenir de nos jeunes du début à la fin, depuis leur entrée à l'école jusqu'à leur intégration au marché de l'emploi. Voilà. Certains me diront que ce sera un ministère très très lourd, mais le ministre peut être secondé par des secrétaires d'État. Mais en tout cas, dans les réunions où on parle d'éducation, c'est dans les mêmes réunions où on va parler d'emploi. Voilà, c'est des secteurs qui vont ensemble, quoi. Qui vont ensemble, il faut les regrouper. Ok. Vous êtes à la télévision des femmes, justement. Cette question aussi des femmes va nous interpeller. Quel programme pour les femmes? Les femmes m'intéressent au premier chef, parce que nos mamans d'abord, nos épouses et nos filles bien-aimées,
Du coup, je propose que les femmes aient plus de droits, qu'on augmente les droits des femmes, mais également que les femmes accèdent à plus de responsabilités également. Parce que j'ai remarqué que les femmes sont très déterminées. Quand elles ont des responsabilités, elles les exercent pleinement. Et j'ai remarqué également que rarement on voit des femmes accusées de détournement de deniers publics, etc. Bien sûr. Absolument. Donc, raison pour laquelle il faut davantage responsabiliser les femmes, hein, pour que les femmes puissent participer au développement du pays. Et il y a d'autres aussi aspects qu'on devrait aussi améliorer, c'est-à-dire l'égalité de salaire entre hommes et femmes. C'est inscrit dans nos lois, la loi fondamentale et tout, mais dans la réalité, ce n'est pas totalement appliqué. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que la loi sur la parité n'est pas encore à sa pleine mesure, quoi. Exact, exact. Il faut veiller à ça. Voilà. Si on vote une loi, il faut veiller à ce qu'elle soit appliquée. Voilà, rigoureusement. Donc, on va essayer aussi de veiller à la scolarisation des filles. Oui, c'est un problème. C'est un problème. Aujourd'hui, on est à 50 à 60%, il faut aller bien au-delà. Hein? Voilà, il faut plus de filles et pour cette raison, il faut aussi lutter contre le mariage précoce et le mariage forcé. Parce que je ne trouve pas normal que les hommes se marient à 18 ans, hein, devant la loi, et les femmes à 16 ans. Donc il faut aligner cela. Parfois plus tôt que ça même. Plus tôt, mais c'est la loi qui dit ça, mais je sais qu'on marie les filles plus tôt. Mais donc il faut l'âge légal du mariage soit aligné sur les hommes également. Comme ça permet aux femmes, aux filles de rester plus longtemps à l'école et de pouvoir après travailler, contribuer au développement de notre pays. Belle initiative pour les femmes, il y a de quoi espérer. Et maintenant, par rapport à tout ça, est-ce qu'elles sont bien représentées dans votre parti politique? Oui, les femmes sont bien représentées, mais les femmes sont dans toutes les instances du parti. On n'a pas spécifiquement créé un mouvement des femmes, comme on peut le voir dans beaucoup de partis politiques. Ah bon, ça c'est innovant ça? Oui, parce que j'ai réfléchi, hein, et cette idée a fait tilt dans ma conscience en se disant pourquoi les femmes, on les utilise le plus souvent pour faire des mobilisations, porter des habits colorés, venir applaudir, etc. Alors que derrière ces femmes, il y a des compétences. Hein, voilà. Donc j'ai dit que je n'aurai pas de mouvement des femmes dans mon parti, mais que les femmes vont aller dans toutes les instances pour représenter le parti. C'est tout à fait nouveau et ça va permettre aux femmes également d'être au devant de la scène. Absolument. Au lieu d'être toujours derrière. Absolument, c'est l'idée. Ouais. Permettez-moi de vous demander, est-ce qu'au niveau de votre gouvernement, si jamais vous serez élu, vous allez appliquer totalement donc la notion de parité? Mais vous allez être surprise, madame, mais il y aura plus de femmes que d'hommes. Ça va être même déséquilibré en défaveur des hommes. On va parler également de toute autre chose. Et comment appréciez-vous maintenant la façon de mener la politique au Sénégal? Oui, moi ce que j'ai remarqué, c'est que, et on me le dit souvent, on me le dit que dans le débat politique, on peut mieux faire. Parce que beaucoup s'attendent à un débat d'idées, à la place des invectives, à la place des attaques personnelles. On dirait même qu'il y a une sorte de misologie qui est une haine de la connaissance, du raisonnement, hein, plutôt. Or, on devrait privilégier le débat d'idées. Parce que c'est à partir du débat d'idées, par exemple, je prends l'exemple de l'emploi. Si demain, ce débat sur l'emploi des jeunes ou l'emploi en général est au cœur du débat pour les élections présidentielles, ça veut dire que tous les partis ou tous les candidats en tout cas vont tout faire pour avoir un programme béton sur l'emploi, et dans les plateaux de télé, il y aura des échanges et que même celui qui va gagner va être obligé de puiser dans les programmes des autres, hein,
voilà, ou de redresser son programme, voilà, parce qu'il sait que ça intéresse les populations. Voilà, donc, je préfère le débat d'idées, mais le débat d'idées manque un peu. Donc il faut que nous, les hommes politiques, nous puissions relever le débat. Maintenant, pour pallier tous ces problèmes-là, dans votre parti politique, vous vous appuyez sur quels fondamentaux pour éviter tout ça? En fait, on mise sur la formation. Parce que la formation, le recrutement et la formation sont les deux mamelles nourricières d'un parti politique. Voilà, on recrute et puis on forme. Voilà, parce que nous voulons les membres de RPD-DEFCO, c'est des gens souvent très polis, parce que pour nous, la politesse, la civilité, le patriotisme sont des valeurs que quelqu'un qui veut servir son pays doit avoir. Voilà, donc on insiste beaucoup sur ça. Voilà, nous, on ne fait pas des invectives et voilà, on ne perd pas de temps sur ça. On met l'accent sur le programme, les idées, le respect, etc. Et c'est très important pour nous. Chers téléspectateurs de Women First TV, nous sommes dans notre émission Invité de la rédaction et nous recevons aujourd'hui Doudou Sidibé, enseignant-chercheur à SIE Paris, Université Gustave Eiffel. Il est responsable du département de management et directeur scientifique du Master Management de la technologie et des systèmes d'information. Titulaire d'un doctorat en sciences politiques et en sciences de gestion à l'université Jean Moulin, mention très honorable avec les félicitations du jury. Il enseigne la négociation et la médiation diplomatique, la géopolitique, la résolution des conflits, la communication politique. Il est également candidat à l'élection présidentielle de 2024. Voilà, M. Sidibé, revenons un peu à notre discussion. À vous entendre parler, vous mettez l'accent trop sur la construction de l'être humain en tant que tel. Oui, c'est extrêmement important pour nous. Le civisme, la civilité, tout cela nous importe beaucoup parce que nous pensons qu'il faut construire une société dans laquelle il y a des valeurs, notamment nos valeurs de Djom, de Ngor, de Djoub. C'est extrêmement important pour pouvoir gouverner un pays. Et ça déjà, ça doit commencer par les dirigeants, ce qu'on appelle leadership by example, c'est-à-dire que nous-mêmes, nous devons montrer l'exemple et que aussi les populations qui nous suivent puissent aussi suivre notre exemple. Donc, n'ayons pas peur d'avoir un bilan immatériel parce que c'est investir sur l'humain, voilà, construire un type de Sénégalais qui va demain avoir les outils nécessaires pour pouvoir construire son pays, mais également transmettre à d'autres générations également. Voilà, c'est ces valeurs-là qui sont des valeurs cardinales, des valeurs fondamentales qu'une société qui se tourne vers le futur ne peut pas manquer d'avoir. Voilà, donc c'est extrêmement important pour nous et pour faire cela, non seulement il faut insister sur l'éducation, mais également sur le changement des mentalités. Parce qu'on ne peut pas aborder le futur avec des mentalités qui sont un peu dépassées. Voilà. La construction ou la reconstruction risquerait d'être longue. Hein? Oui, parce que ça peut prendre des générations, mais à mon avis, il faut toujours commencer le processus. Surtout qu'en ce moment, tout le monde me dit que voilà, nous avons perdu nos valeurs. Bien sûr. Certaines valeurs du moins. Il faut les reconstruire, c'est important. Si nous voulons que ce Sénégal-là reste le Sénégal qu'on a toujours connu, un Sénégal de paix, de cohésion sociale et un Sénégal également tourné vers l'avenir. Parce qu'on va avoir des ressources naturelles bientôt et l'argent va couler à flot. Et si on n'a pas si on garde pas nos valeurs, vous allez voir que nous aurons la corruption va se développer. Et après, la corruption souvent amène la violence. Parce que s'il y a certains qui accèdent à des ressources de façon illégale et que d'autres n'ont pas la possibilité, après ce qui va se passer, c'est que voilà, il y aura de l'anarchie et les autres aussi seront tentés de faire comme les autres. Et il ne faut pas qu'on aille dans ce sens-là.
Alors, donc il faut reconstruire le type de Sénégalais pétri de valeurs. Voilà. Hein, voilà, c'est extrêmement important. Defarat jikko yi, comme on peut le dire. Comme on le dit. Pour certains, le développement se limite à la matérialisation, créer en tout cas des emplois ou bien créer en tout cas des choses visibles sur le plan matériel tout en négligeant ce point important que vous venez de dire. Non, il faut trouver un équilibre. On a besoin certes des infrastructures et d'autres biens matériels, hein, mais il faut aussi construire l'humain, la société. Imaginez avec toutes les ethnies qu'on a, les différentes langues qu'on a, etc. Si on n'avait pas construit une nation, on serait peut-être comme dans certains pays où il y a des conflits ethniques. Mais c'est la construction de cette nation, de cet État qui tienne compte de toute cette diversité qui fait aujourd'hui qu'au Sénégal, il y a une bonne cohabitation. Une question importante au cœur de votre déclaration du 23 février. Vous avez dit que notre démocratie serait en danger. Que voulez-vous dire par là? Oui, parce qu'il y a de la tension en l'air. Voilà, c'est palpable. Ouais. Voilà. Et cette tension-là, les causes de cette tension, ce sont tout simplement la position du président par rapport au troisième mandat. La position de ni oui ni non. Les Sénégalais attendent que le président déclare sa candidature pour réagir. On ne sait pas quelle réaction il va y avoir. Et ça peut être une réaction violente. Voilà. Également, il y a un procès en vue, Ousmane Sonko et Adji Sarr. Également, on ne sait pas quelle sera l'issue de ce procès, hein, et dans quelles conditions ce procès sera organisé. Et on ne connaît pas aussi la réaction des Sénégalais. Voilà. Et des fois, il y a des entorses à la démocratie. Hein, on empêche aux opposants de manifester, de faire des tournées, etc. Et on voit aussi des fois une justice, on a l'impression que la justice a le doigt sur la couture du pantalon, tout simplement, parce qu'elle obéit au pouvoir politique. Voilà. Donc, et tout ça fait que, aujourd'hui, si on ne fait pas gaffe, voilà, ça peut aller à la dérive et mettre en danger notre démocratie. Voilà. Par rapport au troisième mandat du président de la République, quand même s'il pose quelques pliés, il ne l'a pas affirmé totalement. Non, il ne l'a pas affirmé, mais ses partisans l'affirment. Certains de ses partisans l'ont déjà investi. Et certains qui disaient qu'ils n'avaient pas droit au troisième mandat ont été remerciés. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? On peut lire quand même entre les lignes. Il est en train de faire une tournée partout au Sénégal pour mesurer sa popularité, pour voir s'il dit demain qu'il est candidat à l'élection présidentielle pour un troisième mandat, quelle serait la réaction des Sénégalais? Est-ce que les Sénégalais de Dakar, des villes rebelles comme Dakar, Thiès, vont réagir négativement, et puis que les populations rurales pourraient contrebalancer cette réaction, et il pourra dire voilà, ces populations-là me soutiennent, etc., ont envie que je continue, etc. Donc il est en train de mettre en tout cas une stratégie, on ne sait pas précisément laquelle, mais tous les signaux nous disent que voilà, il a cette envie-là de vouloir continuer. Pourtant, il y a de grands juristes, je veux dire, qui soutiennent la possibilité de cette candidature. Vous pensez à qui? Au ministre de la Justice? Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est lui-même qui a coordonné l'écriture de cette constitution, où on a bien mis une belle phrase pour verrouiller en disant « Nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs » dans l'article 27. Et c'est lui-même, c'est le même qui revient pour essayer de nous vendre du vent. Hein? Donc c'est bizarre. Et ça, honnêtement, c'est pour cette raison que je dis qu'il faut reconstruire les valeurs. Ouais, parce qu'un jeune Sénégalais qui voit ça, et puis que si ça passe comme lettre à la poste, va se dire mais tout est permis aussi pour moi, je peux faire n'importe quoi. Voilà. L'autre point également, si vous permettez, c'est le procès aussi Adji Sarr, Ousmane Sonko. Oui. Ça peut être à l'origine également de tension. De tension, oui. Surtout ici. Ça dépend comment il va être mené. Si on sent que la justice n'a pas dit le droit, forcément ça va créer une injustice ou des injustices, et ça peut
ça peut amener une partie de la population, notamment favorable à Ousmane Sonko, de réagir vigoureusement. Ça, c'est à prévoir. Donc il faut un procès équitable. Sur ce plan, comment voyez-vous un peu cette opposition au Sénégal? Oui, c'est une opposition, en tout cas, qui se bat avec les moyens du bord, voilà, qui a envie de réaliser l'alternance, d'apporter des solutions aux populations, mais c'est une opposition également divisée, étouffée, parce que c'est la stratégie politique, hein, parce que le président Macky Sall le disait, son objectif c'est de réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et je pense que cette expression-là est maladroite parce qu'on a besoin d'une opposition dans un pays. Voilà, parce que c'est un contre-pouvoir. Voilà, ça permet d'enrichir la démocratie, voilà, de permettre la compétition dans les idées, etc. Donc on doit même aider cette opposition-là à émerger, à s'organiser, voilà, tout en permettant aussi à côté au pouvoir de s'organiser. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le pouvoir a tous les moyens, parce qu'aujourd'hui, le président Macky Sall et ses partisans font une campagne, entre guillemets, déguisée avec les moyens de l'État. Ça, c'est clair. Et même pendant la campagne électorale, il va, s'il est candidat et que c'est validé, je ne pense pas que ce sera le cas, mais en tout cas, on a été habitué à des présidents qui utilisent les moyens de l'État, hein, pour pouvoir faire de la politique. Pendant ce temps, les opposants sont démunis, se débrouillent avec les moyens du bord. Et malgré ça, les opposants arrivent, voilà, à gagner des élections. Voilà, parce qu'à un moment donné, les Sénégalais en ont marre. Il y a l'usure du pouvoir. Ils se disent, peu importe les moyens que le pouvoir a, nous, ce qu'on veut, c'est un changement. Et je pense qu'on est arrivé à ce stade-là, où les Sénégalais veulent un changement. Parce que le président Macky Sall est resté trop longtemps, 12 ans, et 10 ans avec le président Wade, et 12 ans pour lui-même. Je pense qu'on lui a tout donné. C'est à lui maintenant de rendre au Sénégal ce que le Sénégal lui a donné, en laissant un pays en paix, un pays où la démocratie aura progressé. Il se dit qu'il est en train de réaliser beaucoup de projets pour les Sénégalais, surtout sur le plan infrastructure. Oui, mais il y a une continuité de l'État. C'est-à-dire qu'il met en place les projets, il amène le financement, mais après, il laisse son successeur continuer. Il n'est pas obligé de rester pour continuer ses projets. Bon, bon, si l'opposition, en quelque sorte, est très objective, là, c'est salutaire. Ouais. Et maintenant, que pensez-vous de cette opposition de circonstances? Oui, en fait, moi, ce que je ne veux pas, c'est vraiment une opposition qui s'oppose uniquement pour s'opposer. Voilà. Je veux une opposition objective, voilà, une opposition qui tienne compte des aspirations des populations, pas une opposition de circonstances, se dire, voilà, parce que j'ai été, on m'a refusé par exemple une responsabilité ou ceci ou cela, et puis je vais créer mon parti, je vais faire ça. Non, il faut avoir une ambition de se dire, je veux créer mon parti pour contribuer au développement du pays, peu importe les obstacles et tout, je vais essayer de les surmonter. Mais souvent, ce qu'on voit, c'est que, voilà, parce que certains ne sont pas contents, parce que s'ils étaient contents, peut-être ils seraient restés quelque part pour continuer, notamment ceux qui sortent du parti au pouvoir, voilà, etc. Donc ça aussi, c'est pas très objectif. Mais les Sénégalais sauront faire le distinguo. Hein. Justement, ça, je voulais aussi je pense que oui. Qu'on porte également cette observation, c'est important. Ouais. Là, le Sénégal doit avoir un contrôle absolu sur ses ressources naturelles, au cœur de votre programme également. Absolument, absolument, autant que l'emploi. Oui, je pense que, en tant que professeur de négociation, je pense que le Sénégal doit bien négocier, voilà, ses ressources naturelles, ne pas les bazarder. Ouais. Parce que ce sont des ressources qui pourront nous permettre de financer notre développement. Mais aussi dans ce financement... Et de réduire l'endettement aussi. Oui, l'endettement chronique, oui, parce que parfois on emprunte avec des taux très élevés qui nous endettent davantage, alors qu'on pourrait
bien négocier, parce que le Sénégal est un pays stable. Vous savez, quelqu'un qui vous prête de l'argent, ce qui l'intéresse, c'est d'être remboursé. Parce que si vous êtes stable, solvable, vous avez un pouvoir de négociation. Et j'entends nos autorités parfois dire, oui, c'est nous qui avons besoin des bailleurs de fonds. Non, les bailleurs de fonds aussi empruntent de l'argent et ne veulent pas garder longtemps cet argent-là parce que y a des intérêts. Donc, essayez de prêter le plus rapidement possible cet argent à des États qui sont solvables. Et nous en faisons partie. C'est important de négocier ça, mais aussi de négocier les ressources naturelles pour avoir de quoi financer notre développement. Et dans cette perspective-là aussi, faire de telle sorte que les ressources issues de nos ressources naturelles puissent aller directement dans la poche des Sénégalais. Hein? Par deux manières. Tout simplement investir 30% dans le budget des collectivités locales, de telle sorte que quand une mairie construit une bibliothèque ou un complexe sportif ou finance des femmes, des activités rémunératrices, donc ça profite directement à la population. Mais également sous forme de salaire, augmenter les salaires. D'ailleurs, nous pensons convoquer, si nous sommes élus, les états généraux de la sécurité sociale pour discuter des retraites, pour relever les retraites, relever aussi le salaire minimum. Voilà, pour permettre aux Sénégalais d'avoir plus de revenus, mais également essayer de... Là également, c'est une urgence. Hein. Oui, c'est une urgence. C'est une urgence. C'est une urgence. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans ce sens. J'ai discuté avec beaucoup de retraités qui ne veulent pas aller à la retraite. Et également, il y a beaucoup de personnes sans emploi et qui n'ont aucun front. Donc, à un moment donné, je pense que l'État doit recenser tous les Sénégalais en âge de travailler et qui n'ont pas de boulot et essayer de voir comment les aider en leur donnant une somme, une certaine somme. On verra avec nos ressources. Mais en tout cas, que ces Sénégalais-là puissent avoir le minimum pour vivre. Voilà. Après, avoir une certaine somme minimum, ça ne veut pas dire rester chômeur toute sa vie, parce que chacun porte une ambition. On veut aller plus loin aussi, gagner plus. Mais au moins pour que ces Sénégalais-là puissent garder leur dignité, il faut que l'État leur donne au moins une somme pour vivre. Mais pour profiter de ces ressources aussi, il faut qu'on soit autonome en ce qui concerne l'exploitation. Oui, absolument, absolument. Au fur et à mesure, parce que pour l'instant, nous avons l'État à un pourcentage et la société qui exploite à un pourcentage, mais on peut économiser de l'argent et acheter les parts de l'entreprise étrangère qui exploite. Et progressivement, au bout de quelques années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, l'essentiel c'est de commencer le processus. On peut arriver à un moment donné à être totalement majoritaire ou posséder totalement la société et contrôler nos ressources, les exploiter. Voilà. Donc, et vous avez une stratégie appropriée pour cela, hein? Oui, effectivement. Voilà, il faut un fonds de réserve. Il faut avoir un fonds de réserve qui permettra de... Voilà, il ne faut pas gaspiller les ressources. Une partie ira aux populations, une autre partie dans des investissements d'infrastructures dont les populations ont besoin, mais également une autre partie sera gardée pour les générations futures, mais aussi pour acheter les parts de la société, parce que l'objectif, c'est d'être totalement autonome, d'avoir une maîtrise totale sur nos ressources naturelles. Ça, c'est important. Votre conception sur cette question est très convaincante, monsieur. Merci. D'accord. Là également, en tant que consultant international, négociateur en ce qui concerne la question géopolitique aussi, quelle est votre vision de notre politique externe, je veux dire nos rapports par rapport à l'étranger? Le Sénégal a une diplomatie qui a été mise en place par le président Senghor. D'abord une diplomatie culturelle, une diplomatie de paix, et on a des relations solides avec les plus grands pays de ce monde et même d'autres qui sont moins influents.
Mais en réalité, je pense qu'il faut passer à une autre étape, c'est-à-dire la diplomatie économique. Parce que la diplomatie économique va permettre au Sénégal d'aller explorer les marchés extérieurs. Voilà, pour permettre aux entreprises sénégalaises qu'on va réellement développer, parce qu'il faut développer les entreprises sénégalaises. Sur ce plan, il y a du travail à faire. Il y a du travail. Il faut qu'on ait de grandes entreprises sénégalaises, voilà, et qui vont aller conquérir d'abord l'Afrique et aussi le monde. Okay. Voilà. Donc, il faut avoir une ambition. Et ça, la diplomatie pourrait y aider parce que dans les autres pays, le président de la République est souvent, et le ministre des Affaires étrangères aussi, ils sont souvent les premiers commerciaux pour les entreprises qui vont aller aider les entreprises à vendre. Mais pour vendre, il faut déjà créer, produire, etc. Donc, ce qui veut dire que nous allons essayer de mettre en place une industrie lourde, l'industrie lourde. D'abord, pour le marché africain, il est énorme déjà, le marché africain. Et il est juste à côté. Parce que tous les pays africains qui importent d'Allemagne, de France, etc., s'il y avait une industrie plus proche avec nos ports, etc., on pourrait livrer beaucoup de marchandises. Donc, il faut avoir cette vision-là. C'est une vision. Et pour moi, rien n'est impossible. Voilà, on peut le faire. Privilégier un peu cette coopération économique africaine. Absolument. Ce serait intéressant absolument. Aussi. Et puis, profiter de cette proximité pour baisser les prix. Bien sûr. Voilà, et puis faire ce qu'on appelle l'économie d'échelle. L'économie d'échelle permet de produire beaucoup avec les mêmes ressources. Et puis après, voilà, on va essayer de baisser les coûts, voilà, pour que les populations puissent accéder à ces produits-là, notamment les populations africaines. En tout cas, ça a été un honneur de vous recevoir sur notre plateau. Et si vous aviez un message aussi à lancer pour aux Sénégalais, ce serait quoi? Oui, moi je dis aux Sénégalais, retroussons-nous les manches pour travailler. Seul le travail ennoblit l'homme, l'homme avec grand H, y compris la femme et l'homme. Donc, pensons au travail bien fait, sérieux. Voilà. Et de façon coordonnée, un mouvement d'ensemble. Tous les Sénégalais, d'un seul mouvement, se tournent vers le travail bien fait. Et vous allez voir que ça va donner des résultats. Un travail sincère, je veux dire, à tous les niveaux. Mais ça suppose aussi des dirigeants conscients, des dirigeants qui prennent de la hauteur au-dessus de leur famille, ils mettent le Sénégal au-dessus de la reconstruction du potentiel humain, comme vous l'avez suggéré tout à l'heure. Absolument, s'appuyer sur ce potentiel humain. Parce que moi, je pense que la meilleure ressource que le Sénégal a, c'est le potentiel humain. Le Sénégalais, il est éminemment intelligent. Parce que l'intelligence aussi, c'est la capacité à s'adapter. Le Sénégalais s'adapte partout. Et le Sénégalais a une excellente lecture de n'importe quelle situation. Mais ce qui est dommage, c'est que souvent, on oriente notre intelligence sur des choses qui ne sont pas... futiles, quoi. Voilà, exact. Des choses futiles. Voilà, il faut mettre le curseur ailleurs, sur le travail et l'envie de soulever ce Sénégal, voilà, pour l'amener vers le sommet. Monsieur Doudou Sidibé, ça a été un honneur de vous recevoir ici sur le plateau de Women First TV, la télévision des femmes. Et vous avez en quelque sorte étalé votre programme, vos initiatives et également vos projets à l'égard du pays. Et je vous en remercie beaucoup. C'est moi. Tout le plaisir est pour moi. Et je vous remercie. Je remercie également vos téléspectateurs et téléspectatrices et je demande à toutes les femmes du Sénégal de voter pour moi. Voilà, M. Doudou Sidibé, j'espère que le message sera très bien entendu par les femmes et par toute la population d'ailleurs. En tout cas, je vous remercie très bien d'avoir accepté d'être là. Je remercie également toute l'équipe technique de Women First TV et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre numéro d'invité de la rédaction.